Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Christina Cordula. Christina, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Tu es la meilleure relouqueuse du monde. Merci beaucoup, Je suis chérie. tellement happy que tu es dans mon show. Ça me fait très plaisir, moi aussi. Et Je c'est suis magnifique. honorée d'être là, chérie. Honorée. Vraiment. Bon, on arrête de parler comme ça, ça casse les oreilles quand même. Non. Alors, Garou. Garou, bonsoir. Alors, Garou, c'est pas assez bien pour que vous vous retourniez? Non, je me retourne que quand il y a un truc bien, moi. Je m'en fous, de toute façon, vous êtes plus célèbre de dos que de face. Garou. Denis Père. Alors, Denis, vous êtes entrepreneur et désormais homme politique. Vous nous parlerez de votre parti, de votre programme. Absolument. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Denis Père, il n'y en a pas deux. Cyril Eldin. Alors, Cyril, bonsoir. Vous êtes reporter dans l'émission de Maïtena Berabin, Le Supplément, le dimanche sur Canal+. Et par décret ministériel du 21 janvier 2014, vous avez été officiellement nommé le gros casse-couille de la salle des 4 collèges. Mais de partout, c'est De pas partout. faux. C'est justifié. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Rio Mavuba, qui nous racontera son parcours exceptionnel de sa naissance sur un bateau de réfugiés fuyant la guerre civile angolaise jusqu'à l'équipe de France de football. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Alors, Christina Cordula, rebonsoir. Vous êtes la relookeuse en chef de M6, avec sur cette chaîne, donc, Nouveau Look pour une nouvelle vie, Les Reines du Shopping, et sur Teva Magnifique by Christina, et bientôt Cousumain. Voilà. Ça marche super. J'ai rien à me plaindre. Tout va bien. Alors, Christina, comme toutes les stars des médias, vous avez vos gimmicks. Ma chérie. Ma chérie. Et magnifique. Magnifique. Sublime. On va voir. Ça va pas du tout. Océane, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Ma chérie. Mais ma chérie, ça va pas, non? Ma chérie. Vous êtes hyper complexée, ma chérie. C'est ma chérie. Ça te va très bien, ma chérie. Je vais t'aider, ma chérie. Waouh, ma chérie. Bah, il faut se dépêcher, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. On y va, ma chérie. Ma chérie. Ça féminise, ma chérie. Attends. Mais là, c'est le montage. Vous exagérez un peu. Non, c'est toute la journée. Alors, vous avez déposé Ma chérie magnifique à l'INPI. J'aurais peut-être dû déposer ouais. Pourquoi t'as pas fait? Mais je sais pas, j'ai pas osé. Alors, Nabila a bien déposé non, mais allô, quoi? Et Tobira a déposé je savais pas. Drucker a déposé merci beaucoup. Et Alessandra Sublet, je ne saisis pas tout ce que vous dites. Bref, vous êtes au top, Christina. Les plus grands vous imitent. Bonsoir les chéris, c'est moi Christina, des Nouveaux Looks pour Nouvelle Vie. Alors tu sais pourquoi je suis là ce soir? Et c'est pas que j'avais pas d'autre idée, pas du tout, mais alors pourquoi chérie? Pourquoi? Fashion Week. Bah oui, Fashion Week, il a tout compris, mais toi tu es super, ça m'étonne pas que tu as compris. Parce que toi tu sais quoi, tu as un I. I c'est instinctif, ils ont le feeling, toi tu as le feeling, tu vois? Alors dis-moi si tu as le feeling, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ça va pas du tout? Allez les chéris, je vous souhaite un bon week-end et rappelez-vous, surtout en Fashion Week, c'est pas parce que c'est joli sur le mannequin que ça va t'aller, mon chéri. Papa. Alors, Christina, à 20 ans, vous débarquez de votre Brésil natal. Vous êtes top modèle.
Votre carrière décolle quand même moins vite que prévu. Après quelques défilés internationaux, vous devenez mannequin cabine, c'est-à-dire celle qui défile pas. Et là, un coiffeur brésilien, un de vos amis, a une illumination. Il vous demande de couper vos cheveux et de vous faire votre fameuse coupe Playmobil. Exactement. Exactement. ça a tout changé. Hein. Ah oui. Et là, voilà, c'est Dior, Chanel, Saint-Laurent. C'est la gloire, quoi. Oui, c'était le moment, le turning point de ma carrière. Ouais. Et c'était les défilés et tout, les magazines, les couvertures, les Non, grands mais photographes, tout c'est ça. la gloire. Hein. Oui. Et c'est quand vous aurez votre fils, Enzo, que vous déciderez de vous consacrer au relooking. C'est ça. En fait, d'abord, je voulais travailler avec la mode, bien évidemment, et j'ai ouvert, en fait, une société d'import-export des accessoires des plages. J'ai dessiné et j'ai fabriqué en Inde. Bon, je vendais en France, dans le monde entier et tout. Et en fait, ça ne m'a pas trop plu. Ouais. Parce que j'aime bien le côté vente, création et tout, mais la logistique, Ouais. c'est pas du tout... Bon, c'est l'horreur. Et c'est là que je savais que ça existait, le conseil en image. Et j'ouvre Votre agence. Voilà. J'arrive pas à croire que vous avez 49 ans. C'est votre pointure, ça, non? Ma pointure, c'est pas 49. Imaginez, waouh! Alors, Christina, vous ne serez pas étonnée qu'on fasse une interview relooking. On y va. Alors, on va commencer avec François Hollande. Oh là, le petit 7/8e en cuir, là, c'est difficile, hein? Oui, parce qu'en fait, comme il n'est pas très grand, et ça tasse. Oui, voilà. C'est- Bon, mais c'est très bien. Nicolas Sarkozy, alors. Moi, personnellement, je pense qu'il est très classe. Ouais. Je parle du style. Hein. Oui, on parle pas de politique, bien sûr. non. Bon, Vladimir Poutine. Ah, là, Moi, j'étais étonnée. Hein. C'est incroyable. il est beau, hein? Oh là là, mais on ne pouvait pas imaginer. Ouais. On découvre une autre facette. T'as craqué? Jean-François Copé. Alors là, le rouge ne lui va pas du tout. Ah là là. C'était pour la moquette, là. Il a quand même- Ah là là, là, attention, mesdames, messieurs, éloignez les enfants de vos téléviseurs. Roselyne Bachelot. Alors là, mais attends, Excuse-moi, je vais- c'est une grenouillère, ça, non? Attends, je vais vous expliquer. Non, moi, honnêtement, je trouve que Roselyne Bachelot, elle est très bien. Elle a beaucoup maigri. Oui, Là, c'est pas du tout elle ça actuellement. c'est avant le régime. Ça. Bah voilà. Mais elle s'est relookée. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas Tu flatteur. penses que le hashish est interdit et que ça c'est autorisé? Bon alors maintenant, attention, mesdames, messieurs, restez prudents. Eva Joly. Alors là, Là, c'est grave. Voilà, là, c'est Qu'est-ce que tu compliqué. penses de ces lunettes rouges? Écoute, moi, je trouve que la lunette, ça va pas du tout. Il faut changer et tout. Mais c'est son image de marque. Ouais. Je sais pas. Ça marche pas en même temps. Ça marche pas, non. Alors Cyril, comment tu trouves qu'il est habillé, Cyril? Là, J'aime regarde, bien. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un passe-partout. Quand on met un jean avec une veste, une chemise va très bien. Et je trouvais que le côté chemise sans col... Ça te plaît, Je ça? La trouvais petite ça touche perso. Voilà, je trouvais ça très original. Denis, comment tu trouves Denis Père alors? Très élégant. Très élégant. Non, Voilà. il est classe, il est classe. En plus, comme vous êtes mince, c'est déjà bien. Il est Les mince, costumes il est fités, légèrement tout ça. allé, il a un beau petit Voilà. cran comme ça. Les costumes bleu marine au lieu de noir, Ouais, c'est beaucoup plus ouais. chic. Bon, très bien. Bon, Voilà, très bien. allez, tu s'en sors bien. Aïe, 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 aïe. Voilà. De dos, c'est Garou. pas mal. Mais Garou, c'est le décontracté, jean toujours, Ouais, mais enfin, jean avec Christina. la petite veste. Mais on peut améliorer. Ouais. C'est pas possible. Alors, Mais en fait, c'est les baskets qui ne vont pas là avec ces jeans. Et moi alors? Alors toi, je vais te dire quelque chose. Le noir Ouais. ne te va pas autant. Tu mets- Je plaisante. Ah bon? Je ne peux pas. Ne pas mettre du noir. Cyril Eldin, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comédien et depuis 2 ans, vous êtes celui qui pose des questions amusantes, faussement naïves aux hommes politiques dans la rubrique Eldin Reporter,
dans l'émission Le Supplément de Maïtena Birabin le dimanche sur Canal. Le pire, c'est qu'ils y répondent, je trouve. Ils n'ont pas le choix, parce Ouais. que je les harcèle. Ah ouais, ça, je dois dire. Tant Ouais. qu'ils n'ont pas répondu, je ne les lâche plus. Est-ce que c'est pas parce qu'aucun homme politique ne peut résister à un micro? C'est possible aussi. C'est très possible. Alors, on va vous voir au Salon de l'Agriculture avec François Hollande. Au départ, il se promenait dans les allées avec son casque pour passer incognito. Et vous l'avez démasqué. Bravo. Bonjour Monsieur le Président, vous allez bien? Mais ça va très bien. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai eu une année très compliquée. Sur le plan privé, mon couple a failli capoter, mes enfants sont très exigeants et capricieux. À Canal, on me reproche que de m'occuper de sujets mineurs. Je vous ai vu. Et vous, ça va? Mais moi aussi, hein, je vous suis à l'œil. Vin blanc et rebauchon dès 8h du matin. Prêt à tout pour remonter la pente. Hein. Conseil, je vous le conseille. Ah oui, j'ai pas l'habitude. Pour le dimanche. Le saumon après le reblochon, vous êtes sûr? Je vous le conseille. Vous verrez. Est-ce que quand François Hollande arrivera à votre niveau, vous pourrez lui donner ça de ma part? Hein? Ce serait sympa. C'était inespéré. Comment ça va, vous? Ben ouais, ça va très très bien, je suis content. Bon, on va pas se mentir, la situation est un peu difficile en ce Canal+, moment. non. Non, pour Canal+, Ça ça va va. C'est pour la France, c'est plus compliqué. Bravo. Merci. Ah non, c'est fort, hein, franchement. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils cèdent au bout d'un moment. Hein. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que vous posez aux hommes politiques les questions que tout le monde rêve de leur poser, sauf les journalistes politiques, finalement. Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis plutôt comédien à la base. Ouais. Oui, au départ, on vous a vu dans une pub, je me souviens, une pub Salakis. Salakis, la feta de brebis. Vous avez pas ça? Ah non, on vous a pas fait ça quand même. merci. Non, on est bien. J'ai joué Balladur aussi. Ouais, ah oui, vous avez joué Oui, Balladur j'ai joué 2 fois de Balladur. suite. Vous ressemblez à Balladur quand vous êtes coiffé comme Balladur, parce que là, ça va. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Écoutez, monsieur Ardisson, tout est dans la sobriété. Alors, Cyril, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes le spécialiste de l'homo politicus. Ah vous, oui. Ah oui, vous ne serez pas politicus, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview ethnologie. Alors, le plus sympa, c'est lequel? Bah, c'est François Hollande. Parce Ah ouais. que, bah oui, il est quand même tout le temps disponible. Même avant la présidentielle, il ne m'évitait pas, il répondait toujours. Il a Ouais. d'autres défauts, mais il est sympa. Ouais. Le moins sympa. On va dire François Bayrou. Ah ouais, il est pas Oui. sympa. Ah, il est d'ailleurs. pas sympa. Il vous a mis une claque à vous aussi? Il a failli. J'étais Ah plus ouais. petit, il s'en souvient pas, mais je me venge aujourd'hui. Celui qui a le moins d'humour, c'est lequel? Montebourg. Ah oui. Montebourg n'a pas d'humour. Ah ouais. Quand je lui dis vous revendiquez le Made in France parce que vous ne parlez pas chinois, il ne rit pas. Ah ouais. Il ne comprend pas. C'est étonnant. Celui qui vous aime le moins, voire qui vous déteste en fait. Je crois que c'est Montebourg aussi, parce qu'il ne me trouve pas sérieux. Celui qui vous a le plus agréablement surpris. C'est Martine Aubry. Ah oui, Je la trouvais revêche, un petit peu crispée et tout. Puis finalement, elle m'a accueilli. C'est devenu une vraie mère poule. Vous avez picolé avec elle. J'ai failli. Celui qui vous a le plus déçu. C'est Jean-Marc Ayrault, environ Cahuzac. Ah oui. Ben oui, j'aurais aimé qu'il me le laisse encore un peu. J'aurais pu m'amuser avec lui. Celui qui ment le plus. Celui qui ment le plus, alors c'est-à-dire que j'en ai pas encore croisé un qui me disait la vérité, mais si on parle de l'espoir qu'elle donne aux Français, puis du programme mensonger, je dirais Marine Le Pen, peut-être. Ah ouais. Je pense. Celui qui a mauvaise haleine, c'est lequel? Je vais être tout à fait honnête, comme à chaque fois que je m'approche d'eux, ils détournent la tête, je pense que c'est moi. Celui pour lequel vous pourriez voter. Tous sauf une, mais je dirais pas laquelle. Et celui qui est moins con qu'il en a l'air. Hervé Morin. Ah, ça lui fera plaisir. Tu vois, Hervé? Alors, Garou, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour officialiser votre liaison avec Lou Doyon. Ah ouais, voilà. Loup-garou, on n'y croyait pas. Ouais, Lou. En même temps, vous avez bien une aventure avec Laurie. Ouais. Comme quoi, on n'est pas obligé de partager les goûts musicaux de la personne avec laquelle on couche. En même temps, vous avez couché avec Laurie, chanté avec Céline Dion. Vous confirmez qu'il vaut mieux ça que l'inverse. Il fallait, avant d'être coach sur une émission de chanteur, il fallait faire tout le panel. Et avec Jennifer, rien. Un tombeur comme vous, je comprends pas. Non, ni duo, ni couché. Mais c'est vrai que vous arrivez à dégrafer un soutien-gorge rien qu'avec votre voix.
Non, avec mes dents en chantant. Oui. Incroyable organe vocal de Garou. Vous avez une devise dans la vie, rien n'est grave sauf ma voix. Une voix extraordinaire. Je suis né comme ça, ouais, ça a coûté cher à la forger comme ça. J'ai été payé en liquide longtemps. Oui, c'est du whisky et des cigarettes, hein. Ça c'est sûr. Alors c'est pour ça que vous avez été choisi pour le jury de The Voice. Ça va là, vous serez à temps sur le plateau là, ça va? Oui, Ça tout va aller bien, Bon. tout va bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas The Voice, il y en a quand même encore, c'est une émission où des gens qui chantent divinement bien sont jugés par Jennifer de la Starac. C'est un peu surréaliste. Mais... Alors, le jury est quand même beaucoup plus star que les chanteurs. Qui a gagné l'an dernier? C'est moi. Non, mais Johan Frégel le méritait amplement parce que c'est un chanteur incomparable. Ouais. Encore hier, j'étais sur un plateau, je l'ai entendu chanter, j'en avais les larmes aux yeux. Il y a des talents. Il y a des talents, ça Il c'est le vrai. méritait. Alors vous êtes parfait pour faire ça, hein, vraiment. D'ailleurs, on regarde. C'était très, très beau. C'était super chanté, avec une force, avec une puissance, mais on n'attendait pas ça sur une chanson d'Étienne Dao, quand même. Mais non, J'étais- Gage Paty. De Gage Paty, pardon. Non, attends, on va reprendre. Ça s'appelle Étienne comme Dao, mais c'est Gage Non, mais Paty. pourquoi j'ai dit Étienne Dao? Il est là, quoi? Je vais recommencer, c'est bon. Ben non, tu recommences pas, on va la garder, celle-là, elle est bien. Eh, vous savez quoi? Vous êtes bon pour le prix Alessandra Sublet 2014. J'avais très hâte de voir le montage, je me dis c'est pas possible. Mais finalement, je pense qu'ils ont commencé l'émission presque avec ça. Bah oui, c'est tellement bien. Alors, Garou, vous, votre vie de chanteur a basculé pendant l'été 97. Vous êtes sur la scène du Liquor Store de Magog, près de Sherbrooke. Vous chantez avec les Intouchables. Ouais, et Voilà. Untouchables. Et dans la salle arrive Plamondon, qui cherche un Quasimodo pour Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est extraordinaire, cette histoire. Et sur le coup, me dit pas nécessairement Quasimodo, donc il doit me faire passer l'audition avec Ricardo Cocciante, le compositeur quand même. Et finalement, cette audition qui doit durer 1 heure dure 4 heures. Et le lendemain matin, on me reconvoque et on me dit mais c'est toi qu'on veut, c'est clair, c'est réglé. On veut que tu sois le Quasimodo. Donc c'est plutôt instantané. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour d'elle. Un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler. Quand même élu chanson du siècle par les Français. Hein. C'est vrai que le choix était difficile pour faire Quasimodo. C'était vous ou Ribéry, quoi. Voilà. Et cette année, Garou, vous sortez votre 8e album studio, Au milieu de ma vie. Alors, au générique, on retrouve Goldman, Cabrel, Obispo, De Palmas, Cocciante et Plamondon. Et ces deux derniers qui n'ont jamais été rechantés depuis Notre-Dame de Paris. Ouais. Donc c'était un honneur parce que depuis 15 ans, ils n'avaient pas réécrit ensemble. Ouais. Alors la chanson qu'on va regarder et écouter, c'est Du vent des mots de Jean-Jacques Goldman, en duo avec Charlotte Cardin, qui est finaliste de La Voix, parce qu'au Québec on dit La Voix, qui est finaliste de The Voice au Québec. C'est du vent, du faux, les jolies notes de ton piano qui caressent ses grises avant de s'envoler. Je t'offrirai mes îles au trésor, ce que tu voudras d'ici au nord. Si tu voulais, si tu remontais à bord, où sont passés nos rêves et nos cœurs. Je sens que je te perds et j'ai peur. Tu peux changer, mes erreurs en horreur. Voilà. Alors l'album, Au milieu de ma vie, est déjà double disque de platine, ça marche très bien. Eh, Christina, il est craquant quand même, non? Bah oui, c'est un homme charmant avec une voix très sexy, hein, ça vous le savez. Ah, Merci, ma chérie. Voilà. Ah, c'est vrai. Alors, Garou, on va faire une nouvelle interview pour vous, une interview très, très difficile.
C'est l'interview Upside Down. Upside down and turn me, you give love and say believe. Alors, Garou, quel défaut aimeriez-vous avoir? Être paresseux. J'aimerais ça pouvoir avoir des vrais congés sans me faire chier. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de recommencer le boulot. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé par une femme? Bon, ça, c'est évident, c'est qu'elle aille voir ailleurs, elle se rende compte que c'est beaucoup mieux avec Garou, en quoi aimeriez-vous être beaucoup plus mauvais? la levée du coude. Quel est le talent que vous n'aimeriez pas avoir? Dans mon équipe? Non, vous. Florent Pagny. Il chante trop bien, je ne saurais pas comment faire. Quelle phrase sympa ne dites-vous jamais? Excellente question, Thierry. Excellente question, Thierry. Vous dites jamais ça? Je dirais jamais ça. Ah d'accord, pardon. Quel est le salaire que vous n'avez pas mérité? Je me souviens d'un concert où il y a eu une grosse tempête, la grosse pluie, tout ça. On a annulé le concert, j'ai été payé pareil. C'était la honte quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? Qu'il te reste beaucoup de questions. Bravo. Denis Père, rebonsoir. Alors, Denis Père, à 27 ans, avec 10 000 € en poche, vous créez la société Business Objects, un éditeur de logiciels qui analyse les données. Le projet fonctionne. La société se développe dans 50 pays, doublant son chiffre d'affaires tous les ans, jusqu'à ce que vous soyez coté au Nasdaq en 1994. En 1996, le magazine Business Week vous élit meilleur entrepreneur de l'année, aux côtés de Steve Jobs et de Steven Spielberg. Enfin, c'est pas n'importe qui, le mec qui filme. Il y a des Français comme ça. Mais la fiscalité française vous menace de ruine. C'est les fameuses lois Juppé sur les stock options et sur l'ISF. Vous partez en Belgique parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Voilà. 10 ans d'exil pendant lesquels vous fonderez la société Kiala. Une très bonne idée. C'est les colis, au lieu d'être livrés à domicile parce que tu n'es jamais chez toi, ils sont livrés dans des points relais. C'est une super idée qui fait aujourd'hui 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Mais le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy vous amènera à revenir dans votre pays. Et là, vous vendez Kiala. Et comme rien n'a changé en France durant votre absence, vous fondez Nous Citoyens, donc qui est un mouvement, un parti politique. Les citoyens, c'est bien ceux qui ont fait de Nabila une star, c'est ça. On parle bien des mêmes. Absolument. Absolument, d'accord, qu'on soit d'accord. Alors, votre projet, c'est assez intéressant, c'est de gérer l'État comme une entreprise, à commencer par le principe de responsabilité. C'est vrai que dans une entreprise, quand tu n'as pas de résultat, c'est la porte. C'est génial comme idée. C'est exactement ça, oui. Ça fait 40 ans qu'on a des budgets en déficit, avec des conséquences de plus en plus dures pour les Français, avec des impôts démotivants pour tout le monde, pour les salariés, pour tous ceux qui tirent la machine économique, les artisans, les commerçants, les patrons de PME, de TPE, les professions libérales, tous ces gens-là n'en peuvent plus. Il y a aussi des principes de management, tout simplement, qui ne sont pas respectés. On ne pousse pas les fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. On a des fonctionnaires excellents en France, qui ont un sens de l'intérêt général, qui est souvent très bon. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Les fonctionnaires français sont parmi les meilleurs. Par contre, on ne les pousse pas du tout à donner le meilleur d'eux-mêmes. La politique de gestion des ressources humaines en France, c'est la GVT. C'est le glissement vieillesse-technicité. Plus vous vieillissez, plus vous êtes promu. Ça ne marche pas. Ça fait très longtemps qu'on ne fait plus ça dans les entreprises. Et puis, il y a des principes de gestion aussi. Il y a une culture de la dépense. Moi, quand je faisais mon service militaire il y a quelques années, c'était peut-être votre cas, je ne sais pas si vous l'avez fait. Je ne l'ai pas fait, mais on fait tourner les camions pour dépenser l'essence. Exactement. Eh bien ça existe toujours dans l'administration. Moi, quand je vendais du logiciel, on allait chercher les queues de budget. Donc, on pousse les gens à dépenser tout l'argent qu'ils ont. On devrait faire l'inverse. On devrait les pousser à garder l'argent. Donc, tout ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut changer en s'inspirant de ce qui se passe dans les entreprises. Oui, j'en suis convaincu. Alors, dans ce modèle de la France vue comme une entreprise, les Français sont considérés comme des actionnaires ou des employés? C'est la limite, effectivement, du modèle, bien entendu. Nous, on cherche à réconcilier
solidarité et prospérité. C'est à ça qu'on croit. Donc ce n'est pas un projet d'entreprise, c'est un vrai projet pour le pays. Oui. Alors vous avez créé un parti. C'est vrai que ça manquait un parti en France. Hein. Ça et les scandales d'État, il n'y en a pas beaucoup. Un parti différent Ouais. qui est devenu en quelques mois, on était 100 au mois d'octobre issus de toutes Vous les êtes catégories 7000 socioprofessionnelles. aujourd'hui. On est 7000. On est 7000, on est dans les 10 premiers mouvements politiques français. Alors c'est un parti de gauche ou de droite? C'est un parti, aujourd'hui, notre conviction, c'est que sur les sujets économiques, qui sont les préoccupations principales des Français, il n'y a pas d'idée de droite ou de gauche, il n'y a que des bonnes et des mauvaises idées, des idées qui marchent et des idées qui ne marchent pas. On est républicain, on est européen, on essaye de créer une vraie troisième voie pour tous les déçus de la politique, qui ne soit pas un projet fou. Oui, c'est la troisième voie qui ne soit pas le Front National. Exactement, en gros. Ouais, c'est ça. exactement. Oui. Alors, l'expression en politique, quand on veut se moquer d'un petit parti, on dit quand ils feront leur congrès, ils le feront dans un abribus. On dit toujours ça. Alors vous, c'est un peu plus grand qu'un abribus. On est 7000 maintenant, il ne tiendrait pas sur la photo. Hein. Alors bravo d'avoir mis la militante noire devant. Ça, c'est bien. Vous savez quand même qu'au Front National, il y a plus d'Arabes que chez vous, quand même. Ah non, il y en a quelques-uns, vous les voyez. On les voit pas bien, quand même. Hein. Alors vous avez déclaré que vous voulez faire de la politique sans mentir. Oui. Vous ne serez jamais élu. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Moi, je me dis que c'est dommage que ceux qui n'aient pas le pouvoir aient les solutions. Oui. Ouais, en fait, on a les solutions tant qu'on n'est pas au pouvoir. Ouais. Après, c'est une autre histoire, je pense. Ouais. Nous, on est convaincus que le pays peut retrouver la croissance, peut retrouver le plein emploi. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, vous en avez parlé. J'ai démarré effectivement à 27 ans avec 10 000 €. Et avec mes associés et mes collaborateurs, on a joué en Coupe du Monde 2 fois de suite dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains. On n'avait aucune crédibilité a priori. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on avait avec nous des Français. Et que les Français, ils ont un cocktail de talent incroyable. Ils ont une capacité d'engagement exceptionnelle. C'est des gros bosseurs. Ils ont une créativité qui est exceptionnelle. Nous, les Français, on a quand même co-inventé l'aviation, on a inventé le cinéma, on a inventé la photo. On a une vraie créativité bien, ça fait du dans bien. tous les domaines. Mais oui, et puis on Ça a fait une du capacité. bien, bravo. Bien En plus, on a la chance d'avoir en héritage la marque France, qui fait rêver le monde entier. Et il y a maintenant des classes moyennes qui émergent un peu partout, au Brésil, en Chine, en Russie, qui ont les moyens de se payer un morceau de France. Donc, c'est pas le moment de se replier sur nous-mêmes et de dire au reste du monde qui nous aime qu'on ne les aime pas. On a tout pour réussir dans la mondialisation. Il faut juste avoir des dirigeants politiques qui comprennent ça, qui connaissent le monde, qui connaissent l'entreprise, parce que c'est là que se créent les vrais emplois, et on retrouvera le plein emploi et la croissance. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko et c'est Bruno Roger Petit, chroniqueur politique sur le site Le Plus du Nouvel Obs, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question DSK, Premier ministre. Pour remplacer Hérault à Matignon, on parle de Fabius, de Valls ou même de Bartolone. Mais le mieux, ce serait quand même DSK. Selon un sondage parisien, quand on demande aux Français qui ferait mieux que Hollande à la tête du pays, DSK arrive premier avec 56% des voix devant Juppé et Sarkozy. Alors pourquoi pas DSK Premier ministre? On a fait toute une histoire pour quelques traces de sperme retrouvées sur la blouse d'une femme de chambre. N'empêche, DSK n'a jamais été condamné dans l'affaire du Sofitel. Quant à l'histoire du Carlton, les juges ont décidé de le faire comparaître pour proxénétisme. Mais c'est de l'acharnement, puisque le procureur avait requis un non-lieu. L'avantage, c'est qu'il était patron du FMI. Du coup, la mondialisation, ça ne lui fait pas peur. Il dirige une banque d'affaires luxembourgeoise, il siège au conseil de surveillance de plusieurs banques russes, et il conseille même des gouvernements en Europe et en Afrique. Pour survivre dans la jungle globalisée, c'est d'un grand fauve comme DSK dont la France aurait besoin. You know, some Arabic saying, which is that an army of lions led by a sheep will always be defeated by an army of sheep led by a lion. Il a raison, DSK, la France a besoin d'être dirigée par un lion, et pas par un mouton. Malheureusement, les grands fauves sont une espèce menacée parce qu'en ce moment, ils se font flinguer par la justice et la police. Quand Sarkozy était à l'Élysée, la police avait mis DSK sur écoute pour le coincer dans l'affaire du Carlton. Sauf qu'aujourd'hui, le chef de la police, c'est Manuel Valls, et c'est Sarko qui se retrouve sur écoute. On reprochait à Buisson d'espionner Sarkozy, et voilà qu'on se demande si Taubira ne faisait pas la même chose en toute légalité. Dans l'ambiance actuelle, entre les affaires de l'UMP et les mensonges du gouvernement, franchement, DSK passerait presque pour un premier communion.
Alors, pourquoi se passer de lui? Voilà, c'était l'édito de Blacko. Mise en image de Julien Grappe. Bravo, Julien. Bruno Roger Petit, bonsoir. Vous êtes chroniqueur politique sur le site Le Plus du Nouvel Obs. Vous intervenez sur ITV, sur Europe 1, Radio Classique. Bienvenue parmi nous. Voilà. Alors, Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre, où y a-t-il un avenir après un lynchage médiatique? Alors, c'est vrai que selon le sondage du Parisien non publié, qui serait le mieux pour remplacer Hollande? DSK 56, Juppé 53, Sarko 49, Valls 48. Et c'est vrai que DSK, il n'a jamais été condamné. Non, le Carlton, il y a un procès en correctionnel qui se tiendra dans les semaines qui viennent. Donc on verra à ce moment-là. Oui. Mais bon, la ligne Hollande aujourd'hui, c'est la ligne Strauss-Kahn, hein, le social-libéralisme. Tout à fait. Il est fort en mondialisation. Tout à fait. Et puis finalement, les affaires n'empêchent pas les carrières. Il y a des grands survivors en France. Fabius, après le sang contaminé, Juppé, Tiberi, Balkany, Dassault, et puis il y a Berlusconi en Italie. Et à contrario, les gens honnêtes comme Jospin et Eva Joly, ils ne sont jamais élus. Alors, est-ce que DSK pourrait revenir? Bon, politiquement, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, le sondage du Parisien, il est intéressant. D'ailleurs, ils ont eu tort de ne pas le publier, parce que du coup, on en a plus parlé, parce qu'ils ont tenté de l'étouffer que, bon. Mais pourquoi ils ne l'ont pas publié, déjà? Et je crois qu'ils ont eu peur. Je crois qu'ils se sont dit, oh, c'est pas possible, il y a un problème. Alors qu'en fait, ils avaient un truc vachement utile sur l'état du pays. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, qu'il y a une demande de compétences. On a un gouvernement socialiste qui est pas au mieux, on va dire, pour être gentil. Même vous, vous dites ça. Même moi, je dis ça. Je dis pas au mieux, j'ai pas dit... Ah ben, dis donc. Voilà. On a une opposition qui va très, 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 très mal. Oui, on l'a encore vu, là, depuis 15 jours. Bon, vous avez un Front National qui n'est pas crédible. Vous avez Mélenchon qui est sur une ligne Lénino, Trotsko, Stalino. On ne sait plus très bien où il est. C'est un peu ça, le mélenchonisme. Bon. Et puis, vous vous dites, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, il y a une recherche de compétences. Et donc, la compétence, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et puis, à droite, il faut le dire aussi, soyons honnêtes, c'est Alain Juppé. Bon, ça veut dire cette première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, effectivement. On est dans le relativisme. C'est-à-dire qu'à force de voir Hollande se prendre les pieds dans le casque, rue du Cirque, à force de voir Copé, ses copains à l'UMP qui font un peu n'importe quoi avec l'argent de la campagne Sarkozy, à force de voir Buisson qui écoute bidule et machin. Alors vous voyez, le sondage, il a été fait avant. Je suis sûr que vous le faites aujourd'hui. C'est encore mieux. Je pense que Strauss-Kahn et Juppé reprennent des points. Donc il y a un relativisme. C'est vrai que le temps passant, constatant ce que sont les autres, je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens qui... Il faut se poser la question de savoir si pour beaucoup de Français, ce n'est pas le moment de relativiser tout ce qui s'est passé effectivement autour de Dominique Strauss-Kahn. Denis? Non, je suis en désaccord total avec tout ça. D'abord sur la compétence d'Alain Juppé, et puis DSK, c'est un politique de carrière qui était plus préoccupé par sa réélection, par la prochaine élection, que par finalement l'intérêt général. Ils sont plus dans des logiques où ils cherchent à se servir plus qu'à servir. Ils ne sont pas assez dans des logiques de mission. Donc DSK, pour vous, c'est pas la solution? Donc, DSK, pour moi, c'est pas la solution. Non. Et puis il y a le problème des affaires, bien sûr, qui reste quand même ils un vrai ont tous sujet. des affaires, de toute façon. Même s'il n'a pas été condamné, il y a quand même un procès en correctionnel. Enfin, je suis désolé, mais moi, ça m'interpelle. Juste une remarque. C'est un discours qu'on entend souvent, venant de gens comme Denis Père, de la droite ou de la gauche, je pense à Eva Joly, qui arrivent un jour et qui nous disent « les partis, il y en a marre, ils ne savent pas faire, moi je sais ce que c'est que la vraie vie ». Mais simplement, quand des candidats comme Denis Père arrivent devant le suffrage universel, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pchit. Voilà. Vous présentez aux élections européennes. Moi, je peux déjà vous donner votre score. Vous ferez 1%, peut-être 1,5%. Mais vous ne ferez pas plus. Et puis voilà, vous aurez eu 6 mois. Non, vous serez passé à la télé pendant 6 mois, ce qui est très bien pour vous. Mais vous verrez, vous finirez à 1,5%. Pourquoi, attendez, Denis, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Denis, qui est issu de la société civile, n'aurait pas sa chance aux élections? Alors, il y a une tradition historique en France. Tous ceux qui arrivent en disant « je suis de la société civile », se plantent, que ce soit à des élections ou quand ils exercent des responsabilités. Souvenez-vous du professeur Schwarzenberg, grand cancérologue, ministre de la Santé. 15 jours après, il était dehors parce qu'il avait dit une bêtise. Et puis, contrairement à ce que pensent Denis Père et certains de ceux qui tiennent ce discours-là, les Français, même quand ils ne font pas confiance à leurs hommes politiques, considèrent malgré tout qu'ils savent faire. Et donc, on peut s'abstenir, on peut ne pas voter, on peut voter pour des partis parfois extrémistes pour manifester son mécontentement, mais on vote toujours... En fait, ils vont vers la marque. Oui, voilà. Cyril Eldin. Moi, je pense que s'il est Premier ministre, ce sera très difficile d'avoir un gouvernement paritaire, parce que je ne vois pas comment un homme pourra avoir un ministère. Non. Je suis objectif. Bien haut.
Il est sympa, DSK. Ben, écoute, avec toutes les histoires de cul qu'on entend de la France, hein, pourquoi pas? Hein? Bah ouais, finalement. Ouais, ça Non, relativise. l'important, c'est vrai que ça prend un entrepreneur qui prend le taureau par les cornes. Alors, est-ce qu'il accepterait de revenir en France? Parce qu'aujourd'hui, il dirige une banque au Luxembourg et il est conseil du gouvernement serbe en plus. C'est la question que je me posais. Aujourd'hui, de ce qu'il dit à ses proches, il n'est pas dans cette disposition d'esprit. Alors justement, Christina, est-ce qu'après tout ce qui s'est passé, est-ce qu'une femme comme vous pourrait voter pour Dominique Strauss-Kahn? Les scandales qu'il y a eu avec lui, c'était quelque chose vraiment d'horrible. Mais il y a eu beaucoup de scandales en France. Et c'est un homme qui peut être compétent. Et moi, je ferais complètement... j'oublierais ce qui passait pour voter avec quelqu'un qui puisse concerter ces pays. Voilà. Donc tu es prêt à prendre quelqu'un, Si j'ai prouvé, oui. même si c'est un chaud lapin. Ben, je sais pas. J'espère que les choses vont changer. Non. Avec l'âge, il Non. va se calmer. Avec l'âge, il va se Ça calmer. peut se calmer. Au bout d'un moment, il finira par s'arrêter. Non, finalement, ce qu'on peut dire sérieusement, c'est que les électeurs préfèrent l'efficacité à l'exemplarité. Oui, mais les Français ont toujours été comme ça. Enfin, souvenez-vous, François Mitterrand, qui est aujourd'hui considéré comme un grand président, à son enterrement, il y avait 2 familles. Et personne ne s'en est offusqué. Clémenceau, voilà, on va fêter 14-18, on va célébrer 14-18 cette année, donc on va beaucoup parler de Clémenceau. Clémenceau, c'est un des plus grands coureurs de jupons de l'histoire de la Troisième République. C'est un type qui va à l'opéra, qui regarde par un petit œilleton les danseuses, qui repère et qui dit « Je voudrais bien rencontrer celle-là cette nuit ». Clémenceau. Mais oui, Clémenceau était un coquin. Il y a un mythe qui s'effondre que tous les subitement. présidents sont obsédés. C'est sûr. Pas mal. Non mais, finalement, Denis, quand on va voir un chirurgien pour se faire opérer, on ne se demande pas si c'est un bon mari ou un mauvais mari. Le tout, c'est qu'il nous opère comme il faut, non? Ouais, mais enfin, un chef d'État, il a vraiment un devoir d'exemplarité, je pense, à titre personnel. Et je pense que des comportements qui sont ceux qu'a eu probablement DSK, on saura ce que dit le fameux procès en correctionnel, ne sont pas des comportements exemplaires. Et encore une fois, sur les sujets économiques, il est plus compétent que les autres qui ont zéro compétence, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. C'est de sûr leur que vie. Hollande, il ferait un stage en entreprise, ce serait formidable. Exactement. Mais il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a créé des emplois, qui a été confronté aux difficultés qu'ont connues un entrepreneur dans une PME, qui est parti avec rien du tout. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui a la capacité de comprendre la façon dont on peut intégrer la France dans la mondialisation. Bien. Denis, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Rio Mavuba. Bonsoir. Alors, Rio Mavuba, sur votre carte d'identité, ce qui saute d'abord aux yeux, c'est votre lieu de naissance. Vous êtes né en mer. En effet, vous êtes né au milieu de l'océan Atlantique, sur un gréement de fortune qui fuyait la guerre civile en Angola. A priori, ce n'est pas le meilleur départ dans la vie, mais l'amour du ballon va faire de vous l'un des joueurs les plus appréciés du football français. Aujourd'hui, vous êtes capitaine de l'équipe de Lille, le LOSC. On vous verra sans doute à Rio. Mais surtout, vous avez construit un orphelinat pour les enfants de Kinshasa. Vous me raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Bonjour. Bonjour. Garou, Cordula, Eldin. Vous avez encore parlé de géopolitique, charge sociale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, moi, je connais que Garou, parce qu'évidemment, The Voice, c'est un peu un incontournable pour mon équilibre mental. Non, c'est vrai, moi, c'est TDI et The Voice. C'est 3 étoiles et le fast-food, comme ça, je suis... Mais même s'il y a une incohérence dans The Voice, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi, alors que les candidats savent qui est assis sur le siège, une fois que les sièges se retournent, eh ben, les candidats ont l'air contents. Non, mais parce que c'est doit être terrible. Moi, je me mets dans la peau du mec qui arrive tout groovy, qui pense Diana Ross, Steve Wonder, il est là, et, il give, tu donnes, just come on, il donne, et à un moment, le siège se tourne, Jennifer, et là, il se dit, what went wrong, you know? Pour le reste, qu'est-ce qui se passe en politique? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Entre le premier flic de France qui est obligé d'acheter le journal pour apprendre ce qui se passe dans sa boutique, Taubira qui chope un Alzheimer foudroyant, Copé qui vend à ses potes du tarama au prix du caviar,
et l'ancien président qui mobilise tous ses pistons pour récupérer son cahier de texte, qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Pour te dire, ces affaires, c'est tellement le bordel que même Hérault est au courant. Oui. Non, mais si même lui est au courant, c'est qu'il l'a su par le concierge ou le mec qui vient vérifier ses compteurs GDF, tu vois, c'est un truc... Bon, lui, au moins, il craint rien, il sera jamais sur écoute. Ah non, jamais. À part en faire des cassettes Feng Shui pour Nature et Découverte, tu vois, Non, moi, je suis perdu parce que qu'est-ce que c'est? C'est un Sarko-gate, c'est un Flambigate, c'est un Taubira-gate. Qui sont les protagonistes de cette histoire? Qui? Bon, Taubira, Christiane. Alors, Christiane, moi, j'espère que tu as écouté Sarko. C'est un avocat, il est jamais trop tard pour apprendre le métier de ministre de la Justice. Donc bosse, Christiane, bosse, vas-y, écoute. En revanche, Christiane, contrôle-toi un peu dans les médias. Je t'ai vu à la télé, tu t'es agité en disant que tu savais pas ce qu'il y avait dans les documents sur les écoutes. C'est bien, mais il faut pas le faire en tenant les documents à la main. Je veux dire. Non, moi, je suis pas là pour expliquer comment fonctionne un zoom d'un portable, parce que c'est vrai que ça va vite. Hein. Puis à un moment, tu as dit je n'ai pas menti, je ne démissionnerai pas. Fais pas des choses pareilles. Un ministre de la Justice qui cite du Cahuzac pour se défendre, c'est audacieux, mais le monde n'est pas encore prêt. Autre protagoniste, Nicolas. Ce qui lui arrive, c'est très grave. C'est très grave. Tu sais. Le mec, il est ancien président de la République. Ancien président. Il est même pas foutu de placer un pote dans un placard à Monaco. Tu vois. Ouais. Monaco, le KGB bling-bling de la République. Tu vois, on ne devrait pas le mettre en examen pour trafic d'influence, mais trafic de non-influence. Moi, je le sens très mal, son comeback. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire quand il va revenir? Qu'est-ce qu'il va dire? Je pense qu'il va faire comme ça. Je dis, bonjour. J'ai changé. J'ai plus confiance en moi. Je mentirai pas, je trahirai pas. Et si vous m'élisez, je sais pas ce que je ferai. Inch'Allah, Mektoub, on sait pas. Parce qu'ensemble, je vais pleurer. Tu vois, c'est pas... Ah oui, ça va mal, ça va mal. Reste Hollande. Une certitude, je pense que Hollande a intérêt à dire qu'il y a un complot de sa part. Ah bah lui, s'il peut donner l'impression de gérer un truc... Hein. Non mais, Hollande qui a déclaré « Je surveille tout ce que fait Sarkozy. C'est important qu'il le fasse. » Pour une fois qu'il est vraiment à l'écoute d'un chômeur, tu vois, c'est... Mais... Moi, maintenant, je vais m'adresser aux gens, je vais essayer de leur donner des tips for life, you know, so you can get better, you know. Et j'aimerais te rassurer, moi, François. François, t'as passé un cap. Grâce à Closer, toute la France sait que t'es beau. Je veux dire, il peut plus rien t'arriver. Bah oui, non. Faudra t'y faire, mais la France, oui, elle a refait sa vie avec toi. Je sais, c'est complètement dingue. Mais si t'as écouté Sarko, c'était pour connaître ses techniques pour pécho, c'est ça? Bah dis-le, il n'y a que nous deux. Mais la France, tu l'as eu à la régulière. Je veux dire, le prochain speed dating, c'est dans 3 ans et demi. Profite, fais des voyages, fais des selfies avec Merkel, Obama. T'as l'heure 06, mec. Tu te rends compte que t'as même eu Poutine au téléphone pour discuter de l'Ukraine. Bon, ça sert à rien, on est d'accord, il va jamais lâcher la Crimée pour que vous restiez potes sur Facebook. Hein, mais je te dis, moi je sens, de connaître tous ces gens-là, ça sent la rocade Hollande a tué la plein nez. Hein. C'est beau gosse, bah, putain. Non. Et positive un peu. Regarde les faits, sois pragmatique. T'as pas inversé la courbe du chômage. Bon. Ta réforme fiscale, plus personne n'en parle. Bon. Ton pacte de responsabilité, personne n'y comprend rien. Les déficits, jamais aussi énormes. Les Français te détestent. Et pourtant, t'es toujours là. À ce stade, peut rien t'arriver. Je sais pas, loue une Ferrari, fais des départs arrêtés devant le Conseil constitutionnel. Mets-toi à la gratte. 3 ans, ça passe vite. Et des occasions comme ça se représentera pas. On ne sait pas. Judiciaire toujours. Buisson, ce pauvre homme. Au début, il dit qu'il n'a pas écouté Sarko. Après, il a dit que Sarko était d'accord. Et maintenant, il dit, ouais, en fait, c'est mon iPhone, il s'est déclenché tout seul quand Sarko était là. J'ai une question à Patrick Buisson. Où est-ce que tu as acheté ton portable? Au concours Lépine. Aéronautique. L'histoire de cet avion qui a mystérieusement disparu. Mais les téléphones sonnent toujours et personne ne répond.
C'est dingue, hein. C'est la première fois qu'un accident d'avion s'inspire de l'histoire vraie de Jean-Marc Ayrault. En tout cas, j'espère que SFR va se faire racheter par un opérateur malaisien. Vraiment, j'espère. Hein, parce que si même à 50 mètres sous l'océan, t'as encore du réseau, quand Orange est incapable de capter partout dans le métro, franchement... Alors, pas belle la vie? Bon, là c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h sur Canal+, et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alors, Rio Mavouba, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 mars 1984 au milieu de l'Atlantique, sur un gréement de fortune, un bateau de réfugiés. Exactement, mes parents ont fui la guerre civile en Angola. On est parti avec mes frères et sœurs. Oui. Ouais. Alors, votre père, Ricky Mavouba, est footballeur zaïrois, enfin, République démocratique du Congo. Il a joué dans l'équipe nationale, et là-bas, son nom veut dire quelque chose. Oui, très connu. Il a fait partie de la première équipe d'Afrique noire à faire une phase finale de Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Et votre mère, donc, Thérèse. Oui. Mais sur le bateau où vous naissez, il y a aussi Suzanne, qui est la deuxième épouse de Ricky, de votre père. Des frères et sœurs. Alors, il y a les enfants de Thérèse, les enfants de Suzanne. Vous êtes une douzaine, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Famille nombreuse, ouais. Et lorsque tout le monde arrive en France, le premier point de chute, c'est Mont-de-Marsan. Alors, vous avez 2 ans lorsque votre maman, Thérèse, meurt en mettant au monde votre sœur. Et c'est Suzanne, votre belle-mère, donc la deuxième épouse de votre père, qui vous élèvera. Exactement, c'est ma maman de cœur. Ouais. Alors, vous avez 5 ans, donc en 1989, quand votre famille s'installe dans une cité HLM à Mérignac. Votre père est déjà très malade. Et Suzanne, donc, multiplie les petits boulots, elle fait des ménages, et puis il y a les allocations familiales aussi. Exactement, ça fait du bien, ça a aidé un peu tout le monde. À 12 enfants, ça doit aider, oui. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais elle va quand même au Resto du Cœur, remplir son caddie. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça en bas pour les familles un peu en difficulté, donc on a participé à ça aussi. Alors le foot, vous le découvrez à travers la figure charismatique de votre père. Alors votre père, il paraît que quand il jouait à l'époque en Afrique, chaque fois qu'il allait tirer un corner, il sortait un mouchoir blanc, c'est ça, pour dire je vais marquer, quoi. C'est ça, on l'appelait le sorcier. C'est une star. Il mettait des corners directs et moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais... Ouais. Alors quand vous avez 8 ans, vous passez votre temps libre à regarder les grands jouer dans le petit club de Ézine, dans la banlieue bordelaise, et l'entraîneur finit par vous emmener au centre de formation des Girondins de Bordeaux pour des tests de sélection. Et on a été accepté aux Girondins de Bordeaux à l'âge de 8 ans. Ouais. À l'époque, il vous avez vu jouer ou pas? Non, il nous a vu que jouer à 2. Juste votre amour du ballon, quoi. Exactement, c'était que ça qui lui a poussé. Alors très vite, en revanche, les instructeurs décèlent en vous une grande maturité et vous êtes nommé, déjà, capitaine des Poussins. Oui, c'est vrai que ça m'a poursuivi depuis... Vous avez toujours été capitaine, vous? Oui, toute catégorie. C'est extraordinaire. Ouais, je sais pas pourquoi. Au début, je pense que j'étais sage, calme, et après, c'est la parole. Ouais. Alors, vous avez 13 ans lorsque votre père succombe à une maladie cardiaque. Il ne verra jamais votre succès. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur à à chaque fois. Depuis que j'ai signé mon premier contrat pro, je me demande toujours ce qu'il aurait pensé. Ouais. C'est dur de ne pas avoir ces mots. Alors, vous avez 15 ans. Vous souhaitez passer les sélections régionales pour pouvoir jouer avec l'équipe de France Espoir. Mais là, vous découvrez la réalité de votre statut par rapport à votre titre de séjour. Il y a écrit apatride. Donc, a priori, vous n'avez pas le droit de jouer dans l'équipe des Bleus. Oui, c'est ça. Et vous commencez à faire des démarches pour obtenir la nationalité française. En attendant, la progression des Girondins se poursuit. Donc, vous êtes là, il y a Dugarry, il y a Lizarazu, il y a Zidane. Enfin, pour vous, c'est des modèles énormes, quoi. Ah ouais, c'est des mecs que j'idolâtrais. J'allais les voir tous les week-ends au stade. Donc, forcément, j'aurais envie d'être à leur place un jour. Ouais. Alors, vous avez 20 ans lorsque les Girondins se retrouvent sans star, parce qu'à un moment, tout le monde s'en va. Et là, les dirigeants décident de faire appel aux petits joueurs du centre de formation. Donc, vous jouez avec les pros, et dès votre premier match, vous marquez un but magnifique. Après, derrière, tout le monde a cru que j'en mettre beaucoup, mais non. Pas beaucoup. Alors, la même année, vous êtes appelé pour un match au Zaïre, donc République démocratique du Congo, et le temps d'un match, vous revêtez le maillot des fameux Léopards,
le maillot de votre père, Ricky Mavouba. Oui, c'est vrai que ça a été aussi un moment important pour moi. C'est vrai qu'après, le choix s'est posé, sélection française, sélection zaïroise. Et là, comme par hasard, la Fédération française de football décide d'accélérer votre naturalisation, quand même. Bah, c'est surtout après la première sélection avec l'équipe de France A. Ouais. Quand Romain Domenech m'a appelé, c'est là où tout s'est accéléré. Et la naturalisation est arrivée assez rapidement. Ouais. Alors, Domenech vous appelle donc, pour France-Bosnie, et là, vous ne déméritez pas du tout. Hein. Non, là, ça se passe plutôt bien. Je fais une mi-temps et après, on enchaîne. Quoi. Malheureusement, ça se passera plus mal contre l'Irlande, deuxième sélection avec les Bleus. La presse s'acharne sur vous. Il vous faudra du temps pour comprendre qu'en fait, la presse s'acharne surtout sur Domenech. Ben, c'est vrai qu'après ce match-là, il y a même certains joueurs qui m'avaient dit ne lis pas la presse le lendemain. Je pense que j'étais quand même un choix fort de Domenech et je pense qu'en me pointant moi, il pointait aussi le sélectionneur. Alors là, ça ne va pas très bien à Bordeaux non plus parce qu'il y a un changement d'entraîneur. Et le nouvel entraîneur, comme c'est souvent le cas, place ses hommes. Vous décidez de partir jouer à Villarreal, donc le club de Pires. Ça se passe mal. Hein. Ben, j'arrive et je me blesse d'entrée. L'équipe commence, gagne et derrière, ça a été dur de retrouver l'équipe. Et... Heureusement, 6 mois plus tard, Villarreal accepte de vous prêter à Lille, au LOSC, pour la fin de saison. Et là, c'est le tournant de votre carrière. Quand vous arrivez à Lille, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est vrai que là, je récupère du temps de jeu. Je retrouve aussi l'équipe de France. Donc forcément, ça a été un très bon choix. Ouais. Et là, vous devenez capitaine. Ouais, après c'est toujours capitaine. Ouais, ça suit son cours. C'est marrant. Avec l'arrivée de Rudy Garcia, tout de suite, il me donne le capitanat. Ouais. Et en 2010-2011, donc le LOSC réalise le doublé Coupe-Championnat. Et ça faisait plus de 50 ans que le LOSC n'avait rien gagné, donc ça a été pour la région et la ville un moment très fort. Alors en 2012, Deschamps vous rappelle chez les Bleus, donc évidemment. Hein, et le 22 décembre 2013, alors là, il y a un truc énorme, il y a un match Lille-PSG et vous n'hésitez pas à vous affronter à Zlatan. On regarde. Mon fils va te détester, mais bravo. Ah, il se laisse pas faire, là, je vais te dire. J'étais à ce match et ça s'est passé devant moi, parce que j'étais dans ce... C'est le seul joueur de France qui a osé faire ça. Bah oui. Et ce jour-là, sur le cours du match, ça a vachement influé. Parce que Rio Mavuba, il a une influence sur ses coéquipiers en termes de motivation, d'énergie. Ça a joué sur le cours psychologique du match ce jour-là. C'était important. Ouais. C'est vrai, vous le trouvez arrogant, Ibra. Enfin, moi, je ne me comporterais pas comme ça avec le statut qu'il a. Voilà, c'est un grand joueur en plus. Et donc, dans ce match, vous avez marqué en plus. 4 minutes après l'incident, j'égalise donc un partout. Et là, on peut dire que ça a eu un vrai impact. Bravo. Alors, vous êtes un grand joueur, un grand capitaine, évidemment. Et puis, il y a le cœur. Il y a l'orphelinat. 2 ans avant sa mort, votre père vous avait emmené découvrir le Zaïre. Ensuite, vous y êtes retourné à chaque intersaison. Et vous vouliez faire quelque chose pour les enfants des rues. Dans un premier temps, je voulais rendre hommage à mon père en faisant une école de foot. Après, voilà, je me suis dit que c'était dommage parce qu'en allant j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, beaucoup d'orphelins. Et donc on a décidé, parce que je ne suis pas tout seul bien évidemment, de faire cet orphelinat. Et voilà, pour le moment, on accueille une trentaine d'enfants. Ouais. Ah oui. Alors en 2009, vous avez 25 ans, vous lancez les orphelins de Makala. Alors de nombreuses stars vont vous aider. Hein. Il y a Obispo, il y a Amel Bent, il y a Youssoufa, il y a Bruel, il y a Lavoine. Et le 26 mars 2012, vous organisez un concert au Zénith de Lille, durant lequel, alors là, il vous emmène 15 enfants de Kinshasa. C'est la surprise. Ouais. Et vous pleurez. Ouais, j'étais... Ça m'a ému parce que je ne savais pas qu'ils allaient venir. Et quand il m'annonce, il y a 15 mecs. Donc, comme je n'étais pas dans le rugby, je me dis, c'est le 15 de France, je ne sais pas. Ouais. Finalement, je regardais l'écran et je vois les gamins qui arrivent. Et là, je n'ai pas pu me retenir. Ouais. Quand vous voyez ces enfants, vous vous reconnaissez un peu, non? Bien sûr. Je me dis qu'il faut essayer de leur donner une chance aussi. C'est bien.
Voilà, alors le prochain concert, c'est le 31 mars au Zénith de Lille, donc avec Mike Pokora, Alizé, Bébé Brune, Kamel le magicien, Malik Bentala. Voilà, donc les gens peuvent y aller, en plus, parce que c'est une bonne action, évidemment. Ça aide vos orphelinats. Bien sûr, c'est à peu près, ce concert représente à peu près 90% des besoins qu'on a pour pérenniser l'orphelinat pendant un an. Ouais. Alors cet orphelinat, au début, vous l'avez financé avec votre propre argent. Ensuite, vous avez trouvé, j'imagine, des subsides ailleurs. Ça coûte combien de faire un orphelinat en Afrique? Ben là, pour le moment, pour la trentaine d'enfants qu'on a et les 11 salariés qu'on a sur place, ça revient à peu près à 150 000 €. Ouais. Vous êtes formidable. Alors, la question, évidemment, qui reste pendante aujourd'hui, c'est est-ce que Rio ira à Rio? J'espère bien. Ouais. J'espère bien, ouais. Il y a de bonnes chances. Oui, à moi de... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.